Donc, on a une petite demi-heure à passer ensemble. Je vous propose à peu près un petit quart d'heure d'un PowerPoint qui est dense, mais il y a des fois, sur une slide, il y a beaucoup d'infos. Je ne vais parler que 20 secondes. Le PowerPoint sera à lire plus tard parce qu'on n'a pas le temps de passer une matinée sur l'Inde. C'est en finale focus business. L'idée, c'est de vous donner plein de clés et les bons raisonnements et les bons process pour faire du business et pour en finale attirer une belle clientèle de touristes indiens chez vous. D'un PowerPoint qui est dense, mais ça y est, je viens d'avoir la rétroaction. Enfin, c'est pas grave. Bien, je commence. Donc, le but du jeu, c'est atteindre, engager et vendre auprès des touristes indiens qui sont des clients exigeants, on le verra un peu tout à l'heure. Offrir aux touristes indiens des expériences raffinées. Les touristes indiens sont exigeants, ils ont le goût du luxe, l'expérience du luxe depuis même des millénaires, hein, avec les Maharajas, les empereurs mongols qui ont dirigé l'Inde, qui étaient des gens très raffinés dans les arts. Donc, ils sont habitués au luxe et aux choses raffinées. Et le but du jeu, c'est de gagner des parts de marché sur ce grand marché qui est en pleine croissance. Voilà, un slide à retenir qui synthétise en fait toute mon intervention. Pour gagner sur un grand marché comme la Chine ou comme l'Inde, qui sont des géants, hein, ce n'est pas un one-shot. Il faut vraiment avoir une vision et une stratégie à 3 ans et un plan d'action très carré que vous déployez tous les ans. C'est le seul moyen de gagner. Hein. Faire un one-shot, aller une fois en Inde, faire quelques rendez-vous, puis revenir, puis passer à autre chose, c'est une perte de temps dans un immense marché qui, on verra tout à l'heure, qui est aussi complexe au niveau de l'industrie du tourisme. Donc, être constant dans ses actions, jouer la qualité. En période de crise, mutualiser un budget et des ressources avec des partenaires non concurrents à vous pour faire des choses intelligentes ensemble. Ce qui marche bien, c'est créer un pool d'agents de voyage qui sont spécialistes de vos destinations et de vos produits et de vos services. Et ça peut être 200, 300 agents de voyage qui sont vos principaux apporteurs d'affaires et vos ambassadeurs dans tout le reste de l'industrie du tourisme en Inde. Construire avec eux des offres spécifiques pour les touristes et pour l'industrie indienne. Et donc, voilà, le but du jeu, c'est de créer et développer des relations de qualité avec les acteurs du tourisme en Inde. À 85%, c'est les agents de voyage indiennes qui font les réservations. Et voilà, la fondation, c'est la relation avec l'industrie indienne. Juste un petit aparté pour vous parler du coronavirus en Inde. Il y a à peu près 410 000 cas en Inde sur une population d'1 milliard 380 millions d'habitants, ce qui fait un ratio peu important, malgré une progression. Et bon, le principal foyer du coronavirus en Inde, c'est la grande ville de Mumbai. Le gouvernement espère réouvrir les frontières fin août, enfin au début août, pardon, sous réserve de la décision du ministre de la Santé et du Premier ministre, ceux qui décident en finale. Sinon, tout le reste de l'industrie et des compagnies aériennes, etc., sont prêts pour ouvrir début août, pays par pays. Le but du jeu, c'est d'avoir du business pour la fin de l'année et puis pour 2021. Voilà, on va parler un peu du tourisme indien. Je vais surfer pour, pour montrer seulement les points clés. Pourquoi l'Inde? C'est un très grand marché, l'Inde, au niveau du tourisme. Avant la crise du coronavirus, la crise mondiale, c'était le marché émetteur de touristes qui avait la croissance la plus rapide. Il y a un immense réservoir de touristes en Inde. Les Indiens voyagent dans le monde entier, hein, de plus en plus. Il y a une forte croissance de la classe moyenne aisée et puis des gens aussi à très hauts revenus. Hein. Et puis, il y a 400 millions, plus de 400 millions de milléniums indiens qui sont le réservoir économique de l'Inde. Quand les Indiens viennent en Europe, notamment les individuels, ils ont tous un pass rail, un pass rail Europe. Ils adorent voyager en train et surtout les individuels voyagent en train en Europe. Quelques points sur le marché et les touristes indiens. Pour les Indiens, le voyage, c'est un vrai statut social. Hein, c'est important pour eux. Ils souhaitent des nouvelles niches, des offres personnalisées,
Il y a une grosse tendance depuis 2-3 ans, ce qu'on appelle en anglais experiential traveler. Ils cherchent des expériences. Dans toutes les tranches d'âge indiennes, c'est la recherche de produits assez sophistiqués. Une bonne partie aussi du business des touristes indiens, ce sont les couples et les familles, et puis aussi les voyages pour aller voir sa famille. Par exemple, ça c'est le plus gros marché pour l'Angleterre. Ils vont voir leur famille qui est aussi en Angleterre. Un petit point important, la nourriture. Hein, des centaines de millions d'Indiens sont végétariens. Donc, si vous pouvez mettre en avant vos restaurants indiens autour de votre activité touristique à Paris ou ailleurs, et si vous pouvez proposer dans votre hôtel des choses végétariennes, c'est des gros plus. Les points qui permettent la progression du business, c'est d'initier un bon bouche-à-oreille. Ils parlent beaucoup entre eux, les Indiens. Ils sont tous sur WhatsApp et ils échangent des bons plans. Tout ce qui est shopping, ils aiment bien le shopping, les Indiens. Et puis, il faut se rendre compte que la connaissance de votre produit et de votre destination est vitale auprès des agents de voyage. Les Indiens vont tester 3-4 agences pour la même offre. Et si vous n'êtes pas dans le circuit de ces agences, ben, vous ne serez jamais réservé, vous ne serez jamais de touristes indiens. Ça passe difficilement. Voilà. 2-3 autres petits points intéressants. Ça, c'est un immense tour opérateur indien, OTC. Donc, les voyageurs indiens ont atteint leur majorité. Hein. Ce n'est plus un luxe, c'est vraiment quelque chose rentré dans les mœurs de voyager pour eux. Déjà depuis quelques années. Hein. Il y a de plus en plus de petits voyages. Avant, c'était le voyage annuel. Là, c'est scindé. Je pars 4-5 jours, un week-end prolongé à Dubaï. Dubaï, c'est juste à côté de l'Inde. C'est à 3h30 d'avion. Ils passent un week-end prolongé à Dubaï, hein, les Indiens. La première clientèle touristique de Dubaï, c'est les Indiens, ce n'est pas les Chinois, hein, depuis des années. Et puis, une bonne partie des milléniums sont accros à des voyages d'aventure, des expériences de plongée aux Maldives, de rafting dans l'Himalaya, etc. Ça, c'est un gros marché aussi pour les produits d'aventure. Un énorme marché aussi en Inde, ce sont les mariages. Alors, bien sûr, il y a les mariages qui restent en Inde. Et depuis des années, il y a des mariages qui vont se faire en Italie, qui vont se faire à Dubaï, qui vont se faire à Singapour, qui vont se faire en Thaïlande, en Italie. En Italie, les Italiens, depuis 3-4 ans, ils ont bien capté le marché des mariages indiens. C'est un immense marché. Hein. C'est 50 milliards de dollars, ce marché. C'est le deuxième marché après les USA. Vu que les USA sont en pleine crise, ça sera sans doute le premier marché du monde pour les mariages. C'est un marché qui n'est pas du tout atteint par la récession. Ça grossit de 30% par an. Là, pour le moment, à cause du confinement qui existe encore en Inde, ils ont reporté les mariages à l'étranger. Et dès que le confinement se lève, ça repart de suite. C'est colossal. Un petit mariage à l'étranger, c'est 200 000 dollars de chiffre d'affaires de suite. Et une grosse partie de la population des milléniums sont sans arrêt à la recherche de nouvelles destinations, de nouveaux produits, de choses un peu extraordinaires pour faire leur mariage à l'étranger. Ça, c'est un marché colossal. Le marché du maïs, qu'on appelle dans l'industrie le maïs Meeting Incentive Congress Exposition, est aussi colossal. Ça apporte énormément de business aux Émirats, les incentives ou les congrès des Indiens dans ces pays. Et là, je vous en laisserai plus tard à lire le slide, mais c'est aussi un immense marché, notamment l'incentive dans beaucoup de pays du monde. Donc, incentive, un petit groupe de 20, 30 Indiens qui sont récompensés parce qu'ils ont fait plein de ventes dans leur business et donc ils ont un séjour, par exemple, en Europe ou en Italie ou dans plein de destinations. Le shopping des touristes indiens, gros marché aussi, sous-estimé par plein d'acteurs. Hein, ce que j'ai dit au début, il faut se rendre compte que les Indiens sont habitués au luxe, voire à hyper luxe. Hein. Il y a des choses en Inde qui sont à tomber par terre au niveau luxe et raffinement. Des hôtels comme le groupe Oberoi qui est dans le grand luxe. Il y a 2-3 shopping malls d'hyper luxe en Inde, notamment à Mumbai.
des petits hôtels de charme de luxe, des boutiques de fashion designers indiens qui vendent des choses absolument incroyables. Moët et Chandon est implanté depuis des années en Inde. Il produit un vin pétillant qui s'appelle Chandon. Ce n'est pas un champagne, puisqu'il est produit en Inde, donc ils ne peuvent pas l'appeler champagne. Mais ils ont inondé le marché avec ça. Ils ont compris depuis 20 ans qu'il y avait un potentiel énorme. Voilà, donc le luxe existe en Inde et il faut se rendre compte que c'est un immense potentiel. Quelques stats, ça vient de Planète Tax Free. Il y a deux gros opérateurs du remboursement de la TVA, enfin d'une partie de la TVA aux touristes dans le monde, Planète Tax Free et puis le plus gros Global Blue, qui montrent que le shopping des Indiens progresse et qu'il est pour le moment dans la moyenne de dépenses du shopping. Et ça a vocation à grossir en termes de panier d'achat. Global Blue dit à peu près la même chose. C'est un bon panier d'achat, sachant qu'il y en a qui sont très très riches, qui dépenseront des milliers de dollars en shopping. Quelques points sur l'économie de l'Inde. C'est assez simple, c'est les chiffres du FMI, je ne les invente pas, vous pouvez les voir. Le PIB de l'Inde est positif, plus 1,9%. L'autre PIB dans le monde qui est positif, c'est la Chine. Et après, tout le monde est en récession. En France, on est à 7,2%, etc., etc. Voilà, donc c'est un relais de croissance comme la Chine. Pour plein de raisons, c'est une économie solide qui a plein d'atouts. Il faudra aller voir les détails, je vous le fais très simple. Il y a une progression importante actuelle et dans le futur de la classe moyenne et des gens à haut revenu. La croissance des segments de cette population fait qu'il y a un réservoir donc, de gens qui vont acheter des voyages, des objets de luxe et un tas de choses. Donc la structure de la consommation en Inde est très intéressante. Et il y a donc, ce que je disais tout à l'heure, il y a 400 millions de milléniums. C'est un immense réservoir. Toutes les grosses sociétés indiennes, voire mondiales, comme Amazon qui est là depuis, qui investit des sommes folles en Inde. 400 millions de milléniums qui sont tous riches, hein, et certains qui sont pauvres. Et c'est eux qui alimentent l'économie, même s'ils ne pensent que 2-3 euros par mois dans votre business, dans le business indien qui vend je ne sais pas quel service simple, multiplié par 100 millions, ça fait beaucoup de chiffre d'affaires. Ce sont les patrons de ces boîtes qui adressent des services à cette population millénium qui sont riches, qui après partent en voyage. Et ces milléniums sont à la recherche, je l'ai un peu dit tout à l'heure aussi, de sport, d'aventure, de destinations décalées, de choses nouvelles. Rapidement sur le digital, parce que c'est important. Donc, on n'est pas en Chine, il n'y a pas de Great Firewall, il n'y a pas de l'État chinois qui regarde ce que vous racontez sur les réseaux sociaux, il n'y a pas de complexification de l'Internet, etc. Tout est open, hein. Facebook c'est open, Twitter c'est open, Internet est open, etc. Donc il y a plus de 600 millions d'internautes en Inde. Ils sont tous sur mobile, pratiquement 60%, plus de 50% de la population est sur mobile. Et ce sont des accros de WhatsApp. Tout le monde est sur WhatsApp, il y a plus de 400 millions d'utilisateurs de WhatsApp. Et toutes les agences de voyage sont sur WhatsApp. Donc au bout d'un moment, quand vous faites du business avec l'Inde au niveau touristique, très rapidement, vous êtes avec un groupe spécifique sur WhatsApp et vous échangez avec vos partenaires sur WhatsApp. C'est vraiment l'outil quotidien qu'utilisent les Indiens. Et il y a un immense marché électronique. Hein, Amazon y est depuis quelques années. Les gros du e-commerce sont tous en Inde. C'est aussi un immense pays pour les startups. Rien qu'à Delhi, dans Delhi et puis sa banlieue, il y a plus de 7000 startups. Il y a un écosystème très, très dynamique. Tous les gros comme Google, Cisco, Microsoft investissent
et aide l'écosystème start-up en Inde, notamment autour de Delhi. Et deux autres points, donc au niveau économique de l'Inde et au niveau technologique, c'est un immense pays de la tech, hein, l'Inde. Il y a deux grosses boîtes de la tech qui sont Tata, le groupe Tata, ça c'est colossal. Ils ont une partie technologie, conseil technologique colossal, mondial, plus un tas de marques et de produits. Ils ont plusieurs marques de voitures, ils ont les hôtels Taj, les hôtels Taj, hôtels et resort, des hôtels de luxe en Inde et ailleurs. C'est une immense boîte. Infosys, qui est, je pense que les gens connaissent, c'est un immense acteur de la tech mondiale. Et puis si on regarde les CEO des grosses boîtes mondiales, bon, généralement c'est des Américains, là, mais en fait ils sont d'origine indienne. Le patron de Google, c'est un Indien, de Microsoft c'est pareil, d'Adobe c'est pareil, d'IBM c'est pareil. Donc ils ont tous fait des parcours au début souvent d'école d'ingénieur en Inde, puis après sont partis aux États-Unis, sont devenus américains, et puis etc. Et dans le back-office de la tech, il y a beaucoup d'Indiens de très haut niveau. Rapidement, qui on est. Donc, on est une agence de représentation avec plus de 12 ans d'expérience du CIO et d'autres membres sur le business de la représentation. On a commencé quand le business de la représentation a commencé en Inde. Et on a des clients depuis longtemps sur la Suisse, puisque Ashish, le CEO, a commencé il y a 12 ans en étant le directeur général d'une joint venture avec les grands acteurs touristiques de la Suisse pour commencer à développer le marché. Et l'autre Indien qui est dans l'équipe, dans la leadership team, c'est Subhash, qui est un grand monsieur du tourisme en Inde. Il a fait sa carrière chez Lufthansa. Et il a été aussi soit président, soit chairman, soit secrétaire général de toutes les associations touristiques de l'Inde, tour opérateur, agent de voyage, etc. Il connaît tous les acteurs de l'Inde. Voilà, on travaille avec tous les acteurs. Une agence de représentation, pour faire simple, en fait, c'est une extension du service commercial et marketing dans le pays, quoi. Puisque ça coûte moins cher de prendre une agence de représentation que de monter son propre bureau, son propre personnel, sa propre logistique, etc. Là, tout de suite, ça devient très cher. Il y a que les très gros qui ont les moyens de faire ce genre de choses. Voilà, rapidement, l'industrie du tourisme en Inde. Comment c'est organisé? Il nous reste à peu près 10 minutes, hein, Claude, pour Oui, l'intervention. J'ai proposé à ceux qui nous écoutent d'éventuellement poser leurs questions, hein, s'ils le souhaitent, par rapport à ce qu'ils ont vu, par rapport à toutes vos expériences sur l'Inde. Voilà, donc on va continuer à dérouler. Donc l'idée, c'est même si on... J'en ai pour 2 minutes là, en fait. Non, mais ça va, on a jusqu'à 14h30, il nous reste une dizaine de minutes. D'accord. Donc j'ai dit plusieurs fois, le marché indien, il est intermédiaire, donc il est très B2B, à plus de 80%. Donc en finale, la réservation qui vous arrive pour M. Subhash, un Indien qui vient de Delhi ou de Mumbai, je ne sais où, il a été fait par le réseau de l'industrie du tourisme en Inde. Et ça ne changera pas pour plein de raisons. C'est structuré comme ça, culturellement. Les gens, les Indiens veulent discuter avec leur agent de voyage. Un agent de voyage, c'est un conseiller précieux pour les Indiens. Et voilà. Donc, tout est structuré autour des agents de voyage à différents niveaux. C'est très B2B, donc il y a des agents de voyage indépendants, certains qui font partie de réseau, il y a des tours opérateurs, il y a des agences de voyage en ligne que B2B, c'est-à-dire que leur service est fait pour les agents de voyage. C'est un immense, c'est la majeure partie, 80% de l'industrie en Inde. Et puis il y a bien sûr, des acteurs B2C qui adressent directement le consommateur indien. Et ça, c'est moins important. Donc, après, c'est une organisation classique B2C. Voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est que le socle, c'est B2B en Inde. Voilà, très rapidement, je ne sais pas si on voit, voilà. Les très très gros, c'est à peu près 20 acteurs. Après, il y a 4000 acteurs régionaux, de plus petite taille, enfin, qui sont déjà
gros si on les compare à nous, parce que rappelez-vous, on est à la taille de l'Inde. Puis après, il y a 10 000 agents de voyage qui sont répartis à peu près partout dans les métropoles, dans les villes secondaires, etc. Et le but du jeu, le socle pour que ça marche, la stratégie simple, c'est éduquer, motiver, faciliter le business des agents de voyage. Vous faites ça, vous leur facilitez le boulot, vous leur donnez des incentives, vous êtes sans arrêt en assistance auprès d'eux. C'est comme ça que le business se développe, c'est le socle. Après, que vous fassiez une campagne digitale, réseaux sociaux, on peut imaginer tout ce que vous voulez. Mais si vous n'avez pas les fondations construites et qui tournent, ça ne sert à rien, quoi. Il n'y a pas de réseau. Les fondations, rappelez-vous, c'est le réseau d'agents de voyage. Et l'industrie est B2B. Donc, c'est des actions à faire en priorité avec ce monde-là. Voilà, il faudra lire, je ne veux pas détailler, mais c'est détaillé dans le slide, tout ce qu'on fait. Il y a beaucoup, beaucoup d'actions pour donc animer, éduquer, motiver le réseau d'agents de voyage. Dernier point important, il y a un timeline. L'industrie a un mode de fonctionnement par saisonnalité, par période où c'est la période de négociation pour l'année prochaine, etc. Et c'est important de rentrer dans ce circuit-là. Par exemple, c'est à partir d'octobre qu'on négocie avec l'industrie, avec les tours opérateurs, etc., sa programmation pour l'année prochaine. Si on rate octobre, novembre, décembre, il y a toujours encore un slot d'ouverture en janvier. Et sinon, après, vous n'êtes pas dans la programmation, vous avez déjà tout préparé. Avant de faire les ventes, il y a tout un historique à faire, et tout un tas d'actions à faire pour entrer dans les circuits de distribution. Voilà, je pense que j'ai fini. Je reviens, c'est une vision à 3 ans, des plans d'action détaillés. Il faut être souple, parce que comme on est en période de crise, les choses peuvent bouger, mais enfin, il faut avoir comme une vision globale. Et ce n'est pas un one-shot. Si c'est juste pour faire une petite opération, ça ne vaut pas le coup d'y aller. Vous aurez peu de résultats, voire pas du tout. Par contre, si vous avez une vraie stratégie et que c'est bien monté, et un vrai plan d'action qui tient la route, là, oui, vous allez avoir des résultats. Voilà. Juste finir l'étude de cas, j'en ai pour 30 secondes. Bon, on a le temps, il nous reste encore 5 minutes, hein, Claude. Voilà. Donc, c'est 3 études de cas concrètes. En fait, ça vient de nos clients, on ne les a pas inventées. Une étude de cas sur Londres, shopping, avec Planet Tax Free. Donc, c'est un gros acteur mondial son business, c'est le remboursement d'une partie de la TVA aux touristes internationaux. Et donc, là, c'était le challenge, était assez difficile parce que c'est déjà dans le cours de l'année, quand la programmation a été faite avec les tours opérateurs, etc. Donc, il fallait rentrer dans la programmation, forcer un peu les portes. Et donc, on leur a apporté des séries de groupes, notamment dans le grand département de store de Selfridges & Co. à Londres et à Manchester. Donc voilà, ça apporte beaucoup de business, notamment les groupes et les séries. Parce qu'un groupe série, c'est de suite 30-40 personnes qui vont dépenser dans le magasin. L'autre. On a une question là qui vient d'arriver de Louison. Oui. Donc on pourra continuer un petit peu tout à l'heure, il n'y a aucun souci. Louison nous pose la question de combien y a-t-il de tours opérateurs pour les très riches? Est-ce qu'il y a des tours opérateurs spécialisés en fait pour les personnes extrêmement fortunées? Oui, il y en a exactement le nombre, je dirais, je ne sais pas, 10-15, qui sont vraiment, ils ne font que ça. Ils sont que sur le très très haut de gamme. Et une autre question, toujours de Louison. Est-ce que les Indiens achètent de l'immobilier à l'étranger, comme les Arabes à Dubaï? Ben, je dirais oui, mais si c'est pour dire à Paris, j'en sais rien. À Dubaï, c'est sûr. À Singapour, oui. En Asie, c'est sûr. À Paris, à Londres, à mon avis, oui. À Paris, je ne sais pas. Je sais pas. Les investissements des clients indiens en France ne sont pas forcément évidentes. On ne les voit pas forcément dans le paysage. Je n'ai pas de stats là-dessus. Je pourrais poser la question des partenaires indiens, mais à Londres, c'est sûr. Depuis des années, mais enfin, il faut se rappeler que l'Empire britannique a géré la Grande-Inde pendant plus de 200 ans. Donc, les relations historiques Il y a un entre historique assez différent, ouais. spécifiquement avec Londres. Et voilà. Et peut-être justement ce qui est en train de se passer avec le décrochage de l'Angleterre vis-à-vis de l'Europe va peut-être accentuer
les investissements indiens en Angleterre et puis les faire un peu moins peut-être en Europe, enfin France, Allemagne, je ne sais pas en fait, mais ça peut peut-être redistribuer les cartes. Sans doute, oui. Peut-être que le service économique de l'ambassade indienne à Paris peut vous renseigner. J'ai pas le nom, mais là, j'ai pas trop d'infos sur ce Je vous laisse marché. poursuivre sur Oui. les 3 derniers cas clients. Voilà, l'autre cas, c'est sur la droite du slide. BLS, c'est le numéro 2 des transports en Suisse. Donc, ils ont des trains, ils ont des bus, ils ont des autocars touristiques, etc. Et ils ont aussi des bateaux de croisière sur les lacs suisses. C'est un de nos clients. Donc, ça, c'est les Suisses. Les Suisses, vous savez, c'est des mécaniques rodées. Ça fait peut-être 15 ans qu'ils sont sur le marché indien, ces gens-là. Et donc, là, pour le moment, l'Inde est encore confinée, mais nous, on a déjà formé des grosses agences réceptives mondiales qui ne connaissaient pas si bien la Suisse ni le produit qu'on représente avec BLS. Et dès que le marché s'ouvre, moi, je pense que dans l'heure qui vient, il y a des réserves. Et il faut regarder ce que font nos amis suisses en termes de marketing touristique, qui sont très bons. Et voilà, donc le potentiel est là. On est tous tenus par les contingences de ce virus qui fait que certains pays sont bloqués. Les compagnies aériennes attendent le feu vert pour lancer leur programmation d'avion, etc. Mais le potentiel est là et il ne va pas s'arrêter de suite. Et l'autre cas, c'est un cas plus ancien, c'est quand on a lancé Rocky Mountaineer, c'est les grands trains de luxe côté Pacifique du Canada, c'est-à-dire Vancouver. C'est des super trains. Et donc, ils avaient déjà quelques clients en Inde, mais on a tout refait leur distribution et on a marketé le produit sur toute l'Inde. Ce qu'ils vendaient surtout sur Mumbai et Delhi. Et après, rappelez-vous, en Inde, il y a des villes, une petite ville en Inde, c'est peut-être 3, 4, 5 millions d'habitants. Donc, il y a un immense potentiel sur des plus petites villes en Inde. Et c'est ce qu'on a fait, donc développer toute la distribution avec tous les agents de voyage aussi dans les petites villes indiennes et avec ce qu'on appelle les $0 à compte. C'est-à-dire aller chez un client dans une petite ville moyenne de l'Inde, il ne connaît pas le produit, éventuellement il ne connaît pas la destination, vous le formez, vous l'aidez à vendre et vous partez de zéro et vous faites 100 ou 150 000 ou 200 000 $ de chiffre d'affaires très rapidement parce que pour vous ou pour lui, vous êtes le seul produit peut-être sur la France ou le seul produit sur Londres. Sinon, il ne connaît rien d'autre. Et de suite, il y a des progressions de chiffre d'affaires. Il est très très important de vraiment créer cette relation privilégiée avec l'agent de voyage, Oui, et de tenir, l'appeler presque tous les jours, le former. ouais, les animés, une soirée, un incentive, c'est la clé, les agents de voyage. C'est eux qui font à 80-85% les réservations. Et là, votre agence, elle est en contact avec combien d'agents de voyage en Inde, justement? Ben, nous, on a un fichier, il y a à peu près 16 000 agents de voyage. Pas d'agence, agents de voyage. On a un fichier de 15 000 contacts. Ouais, donc quasiment la totalité, quoi. Ouais. Mais en fait, au final, quand on fait un pool de spécialistes sur, par exemple, un produit, on gère 200, 300 agents de voyage qui sont vraiment hyper spécialisés sur votre destination, sur votre produit, et qui sont des gros apporteurs d'affaires et puis des ambassadeurs auprès du reste de l'industrie. Vous voyez ce que je veux dire? Absolument. Ça s'applique dans d'autres marchés. Hein. Voilà. Donc, il est 14h32. Donc, on vous remercie pour avoir tenu relevé le challenge de tout faire tenir dans 30 minutes. Hein. Ce n'était pas évident parce que c'est assez dense. Ouais. Donc, vous aurez la possibilité de retrouver effectivement les documents que vous a présenté Claude dans les éléments qu'on mettra à vos dispositions hein, sur les différentes plateformes, différents réseaux. Là, on est sur un live YouTube donc, qui est enregistré. Il y aura effectivement dans les commentaires le lien vers les documents de cette présentation. Et bien évidemment, vous pourrez reprendre contact avec Claude Bénard pour investir effectivement tout le potentiel de l'Inde. Voilà, un petit mot pour clôturer cette intervention, Claude. Ben, merci Olivier pour l'organisation, merci à Franck. Et puis, voilà, n'hésitez pas à lire le PowerPoint et il y a des liens qui renvoient sur d'autres sources d'informations. Je pense que c'est déjà très dense, vous aurez beaucoup de clés. Et voilà, posez-vous 5 minutes
Tout le monde est dans une économie en crise. Ceux qui s'en sortent, c'est ceux qui savent bien diversifier leurs sources de marché, leurs sources de clientèle. Et là, je vous garantis qu'il y a du bon business à faire. Il faut savoir faire la bonne stratégie, les bonnes étapes, mais le potentiel est là, hein, c'est sûr. Voilà. Donc,